Bonjour. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Commission press room. Before I give the floor to Michel Barnier, Chief Negotiator for the Article 50 negotiations with the United Kingdom, allow me, on behalf of the Commission, a few words on the World Press Freedom Day, which we celebrate today. Democracy can only work with free and independent media. Freedom of expression is a fundamental value of the EU. This is why we condemn all threats and violence against journalists and media professionals. This is why we have the EU human rights guidelines on freedom of expression online and offline, and that's why we support their continued implementation, as the High Representative Vice President Federica Mogherini said in her statement published yesterday. Whenever and wherever necessary, we must act to defend media freedom and pluralism. This is a challenge for everybody, media professionals, European and national authorities, media companies, and citizens. We will continue to do whatever we can to help. And the final housekeeping point, as you know, we had yesterday Commissioner Avramopoulos on back to Schengen and visa reciprocity. We're having today the draft negotiating mandate, and we'll have tomorrow first Vice President Valdis Dombrovskis on the derivatives file. So I think we have covered the whole of the Commission agenda, of the College agenda, so there will be no proper readout session today. Of course, our spokespersons and press officers will be here with you to help you with your inquiries in the course of the day. And at 2:30, we will have the President together with the Prime Minister of Estonia for a press point. So without further ado, I'll give the floor to Michel Barnier. Thank you, Margaritis, and good morning to all of you. I'm very pleased to be with you today, and as you know, I've asked to organize a technical briefing just after my press conference with my deputy, Sabine Veillant, my principal advisor, Stéphanie Rizzo, and the cabinet of the president, Richard Shostak, to go into details of this negotiating directive. The college had just adopted a few hours, 2 hours ago. Ladies and gentlemen, since my first statement in this press room 5 months ago, we have worked a lot with the President Juncker, his team, and all the services of the Commission, with President Tusk and his team, with Member States, the European Parliament, and Antonio Tajani and Guy Verhofstadt, and national parliaments. I and my team have met with representatives of the business community in each Member State, trade unions, and civil society, and we will continue. Our hard work paid off. The result of our collective work is what happened last Saturday. The 27 leaders and the president of the 3 institutions showing their unity by agreeing on clear guidelines for the negotiation. Today, the Commission proposes a recommendation that translates these guidelines into negotiating directives. In line with a 2-phase approach, these directives are for the first phase of the negotiations only. Our recommendation shows where we want to land when we conclude the first phase of negotiations, notably on citizens' rights, the financial settlement, and the new external borders. I will pay great attention to the situation in Ireland, and I will go to Ireland next week. The UK must put a great deal of energy and effort into these 3 issues over the next weeks and months, and that will increase the chances of reaching a deal. Some have created the illusion that Brexit
would have no material impact on our lives, or that negotiations can be concluded quickly and painlessly. This is not the case. We need sound solutions, we need legal precision, and this will take time. Quelques mots maintenant sur le contenu plus précis de ces directives de négociation. Et d'abord, le droit des citoyens. C'est notre priorité. Il y a plus de 4 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni ou de Britanniques européens vivant sur le territoire des 27. Notre objectif est clair. Ces hommes, ces femmes, ces familles doivent pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui, et cela pour la durée de leur vie. Qui voulons-nous protéger? Pas seulement celles et ceux qui résident ou travaillent aujourd'hui au Royaume-Uni, mais aussi les personnes qui y ont résidé ou travaillé dans le passé, celles qui résideront ou travailleront avant la date de sortie du Royaume-Uni, les membres de leur famille. Et ce que je viens de dire, évidemment, vaut également pour les citoyens britanniques qui vivent et travaillent dans l'un ou l'autre des 27 pays de l'Union européenne. Quels droits voulons-nous protéger? Pas seulement le droit de résidence, mais aussi les droits qui sont liés à l'accès au marché du travail, à l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, la reconnaissance des diplômes ou des qualifications. Tous ces droits doivent être protégés, garantis, sur le fondement du droit de l'Union garanti par la Cour de justice de l'Union européenne. Le deuxième sujet de cette négociation immédiate, de cette première phase, est celui du règlement financier. Notre objectif est clair, il a été réaffirmé par le Conseil européen samedi. Le Royaume-Uni devra honorer, au terme d'un règlement financier unique, couvrant toutes les relations financières entre l'Union et le Royaume-Uni, tous les engagements qu'il a pris en tant que membre de l'Union. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'une taxe de sortie. L'Union et le Royaume-Uni se sont engagés mutuellement à financer des programmes et des projets. Nous avons décidé ces programmes ensemble. Nous en bénéficions ensemble. Nous les finançons ensemble. Cet argent est engagé. Et je sais précisément comment ça se passe, puisque j'ai eu l'honneur d'être commissaire chargé des fonds structurels il y a quelques années. Cet argent est engagé dans des projets partout en Europe. Des milliers de collectivités, d'entreprises, porteurs de projets sont engagés avec nous. On devrait imaginer les problèmes politiques et juridiques si ces programmes devaient être amputés ou interrompus. Nous devons donc solder les comptes, ni plus ni moins. Once again, there is no punishment. There is no Brexit bill. The financial settlement is only about settling the accounts. Notre objectif au cours de cette première phase sera de nous mettre d'accord avec le Royaume-Uni sur une méthodologie rigoureuse pour calculer ses obligations. Le troisième point est celui de la gouvernance. L'accord avec le Royaume-Uni devra prévoir des mécanismes effectifs de mise en œuvre et de règlement des différends. Et chaque fois que le droit de l'Union est concerné, par exemple pour ce qui concerne les citoyens ou le règlement financier, nous devrons nous reposer sur la Cour de justice de l'Union européenne durablement. Sans cela, les droits définis par l'accord, notamment pour les citoyens, ne seraient qu'une promesse illusoire.
Ladies and gentlemen, these negotiations will be extraordinary. They are a source of concern for many, many citizens and many organizations. We need to respond by being transparent. This is why we are publishing today our recommendation for the Council's negotiation directives. We will be transparent throughout the process. Transparency can help sustaining a constructive public debate. And in these negotiations, which will be, in any case, difficult, I think that the EU should always remain cool-headed and solution-oriented. We should put all our efforts towards reaching a deal. This is the spirit in which I, with the trust of the institutions and all member states, will continue working. The EU 27 is on track to make sure that the UK's withdrawal happens in an orderly fashion. The UK's decision to leave the European Union has now caused 10 months of uncertainty. We need to remove that uncertainty. It is high time to start negotiating. As soon as the UK is ready to come to the table, we shall start negotiating. The clock is ticking. And I'm ready now to answer to your questions. Before we start, two remarks. As there will be the technical briefing, please keep whatever you consider technical for the colleagues who are here. And let's try to cover different sensitivities, not repeat ourselves. Let's start. Sorry, Michel. It's not impossible that I will be able to answer to technical questions tomorrow. Yes, please, go ahead. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Oui. Deux questions, si vous permettez. D'abord, concernant les règlements financiers, bon, je comprends votre argument qu'il y a des engagements et des projets qui sont pas, qu'on ne veut pas interrompre, mais légalement, qu'est-ce qui est la base pour cette demande? Et la deuxième question concernant le règlement des litiges. Vous dites que ça se ferait devant la Cour européenne, devant la Cour de justice. Mais si j'ai bien compris, au moment où les Anglais sortent de l'Union, ils auront plus de juges là-dedans. Est-ce que vous prévoyez là un arrangement particulier ou vous demandez aux Anglais de se plier aux juges du reste des 27? Deux points. Tout à l'heure, avec Sabine et Stéphanie, vous pourrez revenir sur le détail de ce mandat que je reçois et que je vais appliquer avec beaucoup de détermination et de rigueur. Ce qui est indiqué dans les guidelines, c'est l'ensemble des engagements pris par le Royaume-Uni avec nous et nous avec lui. Et naturellement, il y a les engagements pris en commun, officiellement, légalement, notamment en 2013, au tout début de la fixation des engagements de la totalité de la période des Financial Perspectives 2014-2020. C'est ça dont il était question, mais naturellement, il y a d'autres engagements à l'égard de la Turquie. Il y a le traitement des garanties que nous avons données en commun avec la Banque européenne d'investissement, le Fonds d'investissement, l'aide macroéconomique à des pays comme l'Ukraine. Donc tout cela doit être compté et nous allons faire un travail rigoureux, objectif, qui dans mon esprit doit être incontestable. C'est cela qui est en cause et qui doit totalement traiter les engagements du passé. Encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ici ou là on parle de punition ou d'exit bill ou de Brexit bill. Ce n'est pas le cas. Des engagements ont été pris et ils doivent être honorés. C'est une question de responsabilité. Et tout à l'heure, je vous ai dit un point important. Imaginez ce qui se passerait si ce n'est pas le cas. Moi, je veux obtenir un accord au nom des 27. Et je sais, je l'ai dit d'ailleurs devant le comité des régions, quelles sont les conditions pour cet accord. Il ne s'agit pas de créer des problèmes, il s'agit de résoudre les problèmes. Et une manière de résoudre les problèmes,
c'est précisément sans drame, de manière objective, de manière rigoureuse, de solder ses comptes. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un sujet qui peut exploser. Si nous sommes obligés d'interrompre des programmes, comme je l'ai dit, vous imaginez la situation politique au titre du Conseil. S'agissant de la Cour de justice, dans la mesure où l'article 50, où cet accord que nous allons construire, fait référence aux droits de l'Union, pour protéger, et c'est notamment le cas, les droits des citoyens, si nous nous appuyons sur un encadrement de ces droits et une protection de ces droits par le droit de l'Union, évidemment, seule la Cour de justice est compétente pour interpréter et faire respecter ces droits pour la durée de la validité de ces droits, ce qui peut vouloir dire clairement bien après la date de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Cécile, then Valentina. À droite. Bonjour, Cécile Ducourtieu du journal Le Monde. Merci pour la question. Les fuites dans un journal allemand ce week-end sur le désormais nommé dîner de la discorde entre Juncker et May, les répliques de May dans les journaux britanniques et à la BBC hier. Est-ce que vous ne pensez pas que laisser s'installer cette atmosphère un petit peu empoisonnée risque de faire dérailler les négociations très vite ? Ce qui est important pour moi, dans la mission qui m'est confiée comme négociateur de l'Union, c'est ce qui est clair depuis samedi, c'est l'unité totale, et une position claire et une ligne claire du Conseil européen. Voilà. Nous savons maintenant ce que nous allons mettre sur la table de la négociation. Et si je puis dire, c'est cette table-là autour de laquelle moi je vais me trouver. Et nous allons attendre et écouter avec beaucoup d'attention ce que les Britanniques, quand ils seront prêts, mettront sur cette table. Et nous verrons comment trouver un terrain d'entente commun. À cette table-là, comme négociateur, je vais être concentré sur les faits, les chiffres, la loi, les solutions. Et je ne serai pas guidé par des émotions ou de l'hostilité. Voilà ce que je peux dire. Le Conseil européen a été très clair. Faisons des progrès suffisants le plus tôt possible, et pas de window dressing, des progrès suffisants pour cette négociation, de telle sorte qu'on puisse engager le plus tôt possible la deuxième phase du scoping de la relation future. Et ça, c'est ma tâche avec la Commission, avec le Conseil, avec le Parlement européen dans les prochains mois. Dès que le Royaume-Uni sera prêt à venir à cette table-là, nous commencerons. Voilà ce que je peux dire clairement par rapport à votre question. Valentina and then Jurek. Hi, Varina Pop with the Wall Street Journal. Mr. Barnier, I'm here. From this mandate, it's clear that you are not tasked at this point to touch at all on any transitional arrangements or the future relationship. And based on what Ms. May was saying over the weekend, she wants a deal that encompasses all of that before agreeing to the financial settlement. So what will you tell the UK side if they bring up these issues, that you are not mandated to talk about them, or will you engage at all in any probing discussions on that? Thank you. D'abord, nous avons beaucoup travaillé avec le Conseil européen, le Conseil, l'équipe du président Tusk et nos propres services sur le contenu de ce mandat de négociation, les guidelines, évidemment, les negotiating directives ce matin. Donc je ne suis pas surpris par le contenu et les limites de ce mandat que j'ai moi-même souhaité. Et je vous redis pourquoi. Parce que je pense que c'est une des conditions
pour réussir que de mettre les choses dans l'ordre. Mesdames et messieurs, le temps est très court, très court. Hein. Et je l'ai dit tout à l'heure, les jours passent. Si nous voulons réussir, il faut mettre les choses dans l'ordre. Et les mettre dans l'ordre, c'est résoudre, traiter calmement, sans drame, des questions difficiles qui, si nous ne le faisons pas, pourront compromettre le résultat de cette négociation sur l'article 50. Évidemment, dans l'article 50, finalement, j'espère en octobre 2018, il y aura ce qui concerne le divorce, orderly withdrawal, sur ces questions-là que nous allons traiter par priorité. Et puis il y aura la définition de période transitoire. Mais comme je l'ai déjà dit dans mon premier statement devant vous, la nature de ces périodes transitoires est évidemment éclairée par ce que sera notre relation future. Nous savons maintenant que ce sera autour d'un accord de libre-échange, mais ce n'est pas le moment d'en discuter tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux, pour établir des bases solides, qui sont des bases de confiance entre le Royaume-Uni et les 27, que l'on règle les questions préalables comme l'ont demandé les chefs d'État et de gouvernement. Jurek, and then Jorge. Merci Margaritis. Je suis ici, Jurek Kuczkiewicz, pour le journal Le Soir. Bonjour Monsieur Barnier. Les 27 chefs d'État et de gouvernement ont notamment décidé lundi, et lorsque nous posions des questions à ce sujet-là, ils ont systématiquement renvoyé à vous, des questions sur le moment, ce fameux moment X, disons, où vous jugerez que les progrès ont été suffisants sur les trois questions, les trois premiers enjeux, pour pouvoir passer à la seconde phase. Puisque tout le monde renvoie à vous, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur comment vous jugerez de cet avancement et je suppose, de l'irréversibilité éventuelle des résultats obtenus pour pouvoir proposer au Conseil européen de passer à la seconde phase? Merci. Ceux que vous avez interrogés, qui vous ont renvoyé à moi, vous ont renvoyé à moi parce que ce sera ma responsabilité. Lorsque nous aurons suffisamment avancé, j'espère, c'est peut-être un peu ambitieux, à l'automne, en octobre-novembre, je pourrais constater objectivement ce qu'on appelle des progrès suffisants. J'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas du window dressing. Ça doit être des engagements clairs sur lesquels nous trouvons un accord sur les principes des trois secteurs où la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union crée depuis 10 mois une incertitude totale pour 4 400 000 citoyens de part et d'autre du Channel, ou, je n'oublie pas, l'Irlande, pour les bénéficiaires des fonds européens ou des budgets européens, et sur la question des frontières. Donc pas de window dressing, un accord clair sur des principes. La méthodologie pour les financial settlements et des principes clairs qui sont ceux de la réciprocité, de la non-discrimination et de la continuité des droits pour les citoyens. Donc ce sera, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, au moment où la négociation n'a pas encore commencé, quel serait le niveau de ces progrès suffisants. Mais je peux, par exemple, s'agissant des droits des citoyens, expliquer qu'un accord suffisant signifierait qu'on s'est mis d'accord sur la date dite du cut-off day, qui pour nous est la date du jour du retrait officiel du Royaume-Uni, les droits couverts que j'ai évoqués tout à l'heure, les personnes couvertes par cet accord, la durée pendant laquelle ces droits sont garantis, j'ai dit toute leur vie, et la manière dont ces droits seront effectivement garantis. Voilà. Pour la question budgétaire, ce sera un accord sur la méthodologie précise. Et j'ajoute, comme le souhaitent beaucoup d'États membres, que cet accord devra être clair et ferme, qu'il ne pourra pas être réouvert sur les principes, précisément pour garantir que nous débutons dans de bonnes conditions, je le dis calmement, mais c'est très important, la deuxième phase. On ne doit pas commencer cette deuxième phase de négociation sur le scoping, sur les arrangements transitoires, dans un climat de méfiance ou d'incertitude.
Jorge, and then Peppercorn. Jorge Valero, you're active here. Good morning. Thank you, Margaritas, for the question. Given the difficulties that the dinner saw the other day and the differences over these issues, including the settlement of the commitments, are you considering, did you discuss, or are you preparing a plan B in case the negotiations failed? And also, if you could give us an estimate of this, how much will be included in this bill? I mean, the figure was given, 60 billion, it could be 80 billion, it could be 100 billion. Pour être objectif, mon équipe et moi-même, appuyés sur l'ensemble des services de la Commission, et je remercie encore une fois le président Juncker de m'avoir permis depuis le premier jour de travailler avec l'ensemble de ces services directement et avec les commissaires, nous nous préparons à toutes les options. Mais il y a une option pour laquelle moi je veux travailler, c'est un accord. L'objectif que nous visons, c'est celui d'un accord dans l'intérêt général de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et un accord sur le Brexit, orderly withdrawal, sur la nature et la durée limitée des périodes de transition et sur ce que j'ai appelé devant vous le New Partnership, composé de plusieurs éléments, désormais un accord de free trade, free and fair trade, et évidemment des coopérations bilatérales entre le Royaume-Uni et nous, sur les questions de sécurité, de défense, la stabilité du continent européen qui a comme exigence un travail en commun avec les Britanniques. Je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui parce que je ne les connais pas, même s'il y a des estimations qui circulent. Nous devons solder le passé. Ça sera clairement établi et comme vous êtes tous et toutes des journalistes informés et compétents, vous pourrez faire les calculs vous-même à partir d'une méthodologie précise sur le passé, mais quand bien même nous serons précis sur la méthodologie, on ne pourra pas donner les chiffres définitifs, parce que je me permets de faire observer que la vie va continuer dans l'Union entre le mois d'octobre et la sortie du Royaume-Uni. Des engagements seront pris. Et puis il y a le traitement des garanties données dans le budget européen ou à la Banque européenne d'investissement. Et puis il y a un autre élément qui est très important pour le Royaume-Uni et pour nous, qui est celui de l'étalement des paiements dans le temps. Tout ça va faire l'objet de négociations. Donc je ne peux pas donner de chiffres. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a sur cette question, et comme sur des autres, des positions différentes. Ça s'est clairement vu au cours du dîner que vous avez évoqué et auquel j'ai participé aux côtés du président Juncker. Mark, and then Joe. Here, good morning, Mr. Barnier. You just said, or you actually stressed the fact that there is we should have no illusions about the painless Brexit. You stressed the fact that time is ticking and that it's high time, the clock is ticking, that it's high time to start the negotiations. The fact that you stress this so much, is that because you don't see this awareness in London at this moment? Non, parce que c'est ma responsabilité de négociateur de dire ça. Moi, ça fait maintenant 6 mois que le président Juncker m'a confié cette mission, que je suis revenu à Bruxelles. Je suis rentré dans le détail, comme j'en ai l'habitude, avec toute mon équipe, de l'ensemble des politiques que les Britanniques ont choisi, parce que c'est leur choix, de quitter, en tout ou partie. Et je suis impressionné par la complexité de ces matières, par la complexité juridique, technique, par les conséquences. Je vous ai dit ici même, ça a été une des toutes premières phrases que j'ai prononcées dans ma nouvelle mission, il y aura des conséquences. Ceux qui disent ou qui prétendent ou qui ont prétendu que quitter l'Union européenne n'a pas de conséquences ne disent pas la vérité. Il y a des conséquences humaines, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences techniques, financières, juridiques.
qui consiste à détricoter 43 ans de relations. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire en l'espace de 15 ou 16 mois d'ici octobre. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses dans l'ordre, tout en construisant, le moment venu, la perspective de la relation future. Honnêtement, j'ai le sentiment que du côté de Londres, les responsables que j'ai rencontrés sont conscients de cette difficulté. Go ahead, please. You have a mic next to you. Merci pour la question. Joel Hills, journaliste en Angleterre pour ITV News, Monsieur Barnier. Merci pour la question. Alors, in terms of the negotiations ahead, if Theresa May wins the general election in Britain in the way that the polls suggest, will it weaken your hand in negotiations, Mr. Barnier? Mais, naturellement, je ne vais pas faire du commentaire sur le débat politique interne au Royaume-Uni. La seule chose que je peux dire, qui est objective, c'est qu'un nouveau gouvernement issu des élections que Theresa May a provoquées par anticipation, à partir du 8 juin, aura une longévité et une stabilité de 5 ans que n'a pas le gouvernement actuel. Et ça, c'est un point important, et si vous me demandez mon appréciation positive, quel que soit le gouvernement avec lequel je travaillerai, pour la négociation qui, elle, va durer 16 mois pour, je l'espère, obtenir l'accord sur le Brexit, et puis continuer après pour déterminer, finaliser un traité, peut-être plusieurs traités, sur la future relation. Voilà. Sorry. In the Commission press room, you have to be given the floor, and there are no follow-up questions on a day like this. Thank you so much. Yes, and from the Central Eastern Europe perspective, sorry. We could not hear you because you're not being translated. Yes, please, Anne. Mais j'ai compris quand même. Mais il faut traduire. Il faut répéter si vous avez. Et moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je ne veux pas faire de commentaires sur ce sera l'état d'esprit du nouveau gouvernement britannique après ces élections, mais ces élections ne changent rien à la détermination et aux positions de l'Union européenne telles qu'elles ont été affirmées samedi, confirmées aujourd'hui, et qui seront ma ligne de négociation. Nous défendons sans agressivité, John, sans agressivité, sans naïveté non plus. Nous défendons les intérêts des 27 pays de l'Union et le marché unique. Voilà, c'est mon rôle. Anne. Thank you. Anna Słojewska, Polish Daily Rzeczpospolita. I have a question on citizens' rights. As you said yourself, and also President Juncker and President Tusk at the Council on Saturday, this is the very serious issue that Brexit intervenes sometimes in a tragic way in the families of thousands, hundreds of thousands of people. I understand that for the people who already live in the UK, they can do nothing. They're already there. They have to wait for your negotiations and for the guarantees. But could you tell to people who think about going to the UK now, working there, having their lives there, could you tell them with full confidence they can go there, they can begin their lives, and you will guarantee their rights after that? Thank you. D'abord, y compris pour les personnes qui sont déjà là, nous devons établir un accord. Hein. Réciprocité, non-discrimination, continuité des droits qu'ils auront acquis jusqu'au jour du Brexit et pour la durée de leur vie. Le mandat que j'ai et que je respecterai dans cette négociation, c'est de couvrir également la situation des personnes qui arriveraient demain matin et jusqu'au jour du Brexit, pour que ces personnes puissent acquérir notamment les 5 années nécessaires pour être résident permanent.
Donc mon point, je ne peux pas dire aujourd'hui quel sera le résultat de la négociation sur ce point, ni d'ailleurs sur les autres, mais je suis totalement déterminé à demander la couverture de ces droits tels qu'ils sont inscrits dans le mandat de négociation, y compris pour la catégorie des personnes que vous évoquez qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveraient avant le jour du Brexit lui-même. I think we should leave it there. We had 9 questions and we covered everything. Technical briefing. One more question. Manu Militari. Okay. Monsieur Barnier, merci. Mark Stone from Sky News. A general question and a specific question. The general one, you say you don't want to deal with emotion, but how would you characterize the mood right now between London and Brussels? It does appear to have deteriorated, and how will that affect the negotiations? And a specific question on the financial commitments. There are ballpark figures. Some talk of 100 billion euros, some talk of 50 billion euros. Can you give us a ballpark figure of what it might be? And if not, are you expecting the UK to agree to signing a blank check? Je ne peux pas accepter le mot que vous venez d'évoquer de chèque en blanc. Il n'a jamais été question de demander un chèque en blanc au Royaume-Uni. Ce ne serait pas sérieux de notre part. Nous demandons à solder les comptes des engagements qui ont été pris par le Royaume-Uni. Ce n'est pas un chèque en blanc. On sait de quoi nous parlons. Alors nous allons discuter, mais je ne comptez pas sur moi pour donner des chiffres, d'autant plus qu'ils sont évolutifs. Mais je voudrais aussi dire que, pour moi, quitter l'Union, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un prix à payer, c'est un retrait ordonné avec des comptes à solder et l'ensemble des questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà ce que ça représente. Vous m'interrogez enfin sur l'état d'esprit qui est le nôtre, tel que je l'ai ressenti l'autre jour au cours de ce dîner. Évidemment, les positions sont différentes, parfois très différentes. Ça ne surprend personne, c'est pour ça qu'il faut une négociation. C'est pour ça qu'il faut commencer cette négociation le plus tôt possible. Et puisque vous reparlez de cette rencontre, juste un mot un peu personnel pour conclure. Accompagnant le président Juncker, c'est la première fois que j'ai eu l'honneur de rencontrer Theresa May. Et moi, je veux vous dire que j'ai trouvé cette rencontre très cordiale. Si je dois me méfier de ne pas faire trop du franco-britannique, mais je dirais que j'espère que nous pourrons construire une entente cordiale entre les 27 et le Royaume-Uni. Je ne suis pas sûr encore, mais c'est mon objectif, de construire une entente cordiale dans la durée, bien au-delà du Brexit. Et toujours aussi, sur un plan personnel, j'ai eu l'occasion d'évoquer avec Theresa May une passion commune que nous avons, elle et moi, qui est celle des randonnées en montagne. Vous savez que j'ai eu la chance d'être pendant une vingtaine d'années président d'une des régions les plus montagneuses d'Europe, la Savoie. Qu'est-ce qu'on apprend comme règle quand on aime la randonnée en montagne? On apprend à mettre un pied devant l'autre. Parce que le chemin peut être escarpé. On apprend à faire attention aux accidents du terrain, aux rochers qui peuvent tomber. On apprend à garder son souffle, parce que le chemin est long. Et il faut toujours regarder le sommet. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, pour elle, le résultat, le sommet. Voilà ce que j'ai appris en faisant de la montagne. Merci de votre attention. Très bien, merci. Donnez-nous 2 minutes pour mettre le 3e lecterne. À demain.